Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Édito. Combien de personnes ont perdu la vie en essayant de voler pour nous permettre aujourd'hui de voyager tranquillement en avion? Combien d'inventeurs ont essuyé toute leur vie échec sur échec pour nous permettre aujourd'hui de bénéficier d'une seule de leurs découvertes? Sans échec, il n'y a pas de progrès, et l'être humain vivrait probablement toujours dans des grottes. Cet ouvrage est profondément réconfortant. Il apporte un regard nouveau sur l'échec, ce qui nous permet de relativiser les nôtres. Bonne écoute. Biographie de l'auteur. Charles Pépin est agrégé de philosophie, professeur de philosophie, écrivain et romancier. Avant de passer l'agrégation de philosophie, il a également étudié sur les bancs de Sciences Po Paris et d'HEC. Son expérience de professeur de philosophie transparaît souvent dans ses écrits. Il a aussi enseigné aussi bien dans des petites villes que dans des pensions prisées, dans les quartiers bourgeois de la capitale, comme dans les banlieues défavorisées. Il a également enseigné la philosophie dans son ancienne école, Sciences Po. Charles Pépin est l'une des figures philosophiques contemporaines les plus connues. Un succès qu'il doit à ses livres, qui ont fait de lui l'un des essayistes français les plus traduits à l'étranger. Outre son livre sur les vertus de l'échec qui nous intéresse aujourd'hui, il a également consacré, entre autres, des ouvrages à la confiance en soi et à la rencontre. Il s'est également appliqué à rendre la philosophie plus accessible, en publiant plusieurs bandes dessinées, notamment en collaboration avec le dessinateur Jules. Citons par exemple 50 nuances de grec, La planète des sages, Platon la gaffe. Charles Pépin est également romancier. Il a revisité L'étranger de Camus dans un ouvrage intitulé La joie. Pépin est également une figure des médias. Il a été invité ou a tenu des chroniques dans de nombreuses émissions littéraires ou philosophiques. Il est chroniqueur pour Psychologie Magazine et Philosophie Magazine et a lancé en 2020 sur Spotify un podcast qui s'intitule Charles Pépin, une philosophie pratique. De quoi écouter 1 heure de philo sans avoir besoin d'être soi-même un spécialiste de la philosophie. Enfin, pour ceux qui souhaitent le voir en chair et en os, il anime également depuis 2010 les lundis philo, des soirées ouvertes à tous à Paris. Résumé du livre. D'exemples historiques en analyse philosophique, Charles Pépin revisite le regard que nous portons sur l'échec pour mieux dénoncer un parti pris français. Il démontre en effet à quel point notre héritage culturel et notre système scolaire nous rendent intolérants face à l'échec, au point de nous empêcher d'en tirer parti, mais aussi au point de brider des générations entières. L'auteur livre une étude des bienfaits de l'échec, pour peu que l'on sache comment le traiter et qu'en faire. En effet, pas question de l'enterrer et de le nier comme nous en avons si souvent l'envie. C'est un livre très utile qui questionne notre attitude au quotidien, dans la façon dont nous affrontons nos échecs personnels et professionnels, dans celle dont nous élevons et éduquons nos enfants, et qui invite à la réflexion sur une notion capitale mais indissociable de celle d'échec, l'audace. Ne pas accepter l'échec, une entrave à l'apprentissage. La possibilité de l'échec. Avant de décliner toutes les vertus de l'échec, l'auteur tient à rappeler qu'il n'y a pas qu'un, mais bien une myriade de bienfaits qui découlent des échecs. Et c'est tant mieux, car l'échec est au cœur même de la vie humaine. Ce que nous ferons va dépendre de notre personnalité. Cela rendra certains plus résilients, d'autres plus combatifs ou plus empathiques. Il n'y a pas de mauvaise leçon à tirer d'un échec, du moment que celui-ci est analysé, réfléchi et surtout pas nié ou pointé du doigt et dénoncé. L'échec, insiste le philosophe, est ce qui fait de nous des hommes. Les animaux peuvent-ils échouer? Non, dans le sens où ils sont guidés par leur instinct. Les machines, quant à elles, sont programmées. L'échec est donc le propre de l'homme et résulte de sa liberté, de sa capacité à faire des choix, et donc de se tromper, mais aussi de recommencer, d'avancer, de changer, de progresser. Un point de vue erroné. L'ensemble du livre est alimenté d'exemples concrets, tirés de personnages politiques, sportifs, chefs d'entreprise, et de références à la philosophie. L'un des exemples les plus parlants pour montrer l'impact de l'échec sur un parcours est celui du match Nadal-Gasquet au tournoi des Petits As, championnat du monde des 12-14 ans en tennis. Gasquet est le premier espoir mondial. Il a le même âge que Nadal, qu'il bat à plate couture grâce à un jeu agressif. Gasquet enchaîne les victoires sur le circuit junior. Il ne rencontre ses premiers échecs qu'arrivés chez les adultes et ne parviendra jamais à les dépasser. La théorie de l'auteur est qu'il a sans doute commencé à échouer trop tard pour en tirer les leçons nécessaires pour réussir. Nadal, à l'inverse, a connu beaucoup d'échecs jeune.
Il va d'ailleurs revoir son jeu après sa défaite face à Gasquet et devenir beaucoup plus agressif. Échouer, c'est se confronter au réel, puis apprendre à changer pour ensuite réussir. Voilà pourquoi il est important de faire l'expérience de l'échec, et le plus tôt est le mieux. Les Américains l'ont d'ailleurs bien compris, et sont dans un état d'esprit fondamentalement différent des Français. L'échec des créateurs d'entreprises est valorisé, selon l'idée de « échouer vite, apprendre vite ». On prêtera plus facilement de l'argent à un entrepreneur qui a fait faillite qu'à quelqu'un qui n'a jamais créé de société. L'inverse de la France, où fermer une entreprise revient à être marqué du sceau de l'opprobre. Il y a quelques années encore, il était d'ailleurs presque impossible pour un entrepreneur de lancer un nouveau projet si son précédent s'était terminé sur une faillite. Au fail fast, learn fast des Américains, les Français opposent la notion de fast track, voie rapide. Il faut réussir vite et bien, surtout pas d'accroc dans le parcours. Et nous voilà à nous définir, quel que soit notre âge, par le diplôme que nous avons réussi à décrocher à 20 ans, sans que ne compte tout ce qui a bien pu se passer depuis. Cette mentalité française oblige à savoir à 16 ans à peine quel métier on voudra faire plus tard, à choisir une voie sans se dire que l'on a la possibilité de se tromper, d'échouer, de changer d'avis, et que cela ne définira pas toute notre vie. Résultat, avoir échoué en France, c'est être coupable. Aux États-Unis, c'est être audacieux. Avoir échoué jeune en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails. Aux États-Unis, c'est avoir commencé jeune à chercher sa propre voie, écrit l'auteur. En diabolisant l'échec, nous nions donc cette expérience humaine pourtant fondamentale dans la construction de notre personnalité et de notre parcours. Nous nous privons ainsi d'une rampe de lancement, car l'échec est un apprentissage indispensable à la réussite. L'échec est indissociable de la connaissance. Qu'est-ce qu'un scientifique, sinon quelqu'un qui tente des expériences pour tester la validité de ses idées? Expériences qui souvent échouent, mais qui apportent des informations capitales pour l'expérience suivante, menant ainsi petit à petit à de nouvelles découvertes et à de nouvelles avancées. Nous aurions beaucoup à gagner à nous inspirer de la conception scientifique de l'échec, qui apparaît ainsi comme constitutif du chemin qui mène jusqu'à la vérité. Malheureusement, cette conception de l'échec est encore totalement absente du système scolaire français. D'après les études PISA, qui étudient les performances éducatives dans les pays membres de l'OCDE, les petits Français souffrent très fortement de la peur de se tromper. Il faudrait donc revoir cette idée qui est au cœur même de l'apprentissage dans notre pays. Ce n'est pas de se tromper qu'il faut avoir peur, comme l'ont dit Sénèque, Cicéron ou Saint-Augustin, mais plutôt de recommencer à faire la même erreur. Ne pas savoir tirer les enseignements de ces erreurs, là est le véritable problème, et non l'échec en lui-même. Voir l'opportunité qu'offre l'échec. L'échec est une ouverture. Repenser ce que signifie l'échec dans une vie, c'est aussi le remettre en perspective dans le cadre d'une histoire d'un temps plus long. Bien souvent, d'une crise naissent de nouvelles opportunités, du moins un chemin que nous ne voyons pas sur le moment. Le mot crise vient du grec krinein qui signifie séparer. Très proche se trouve aussi le terme kéros, qui signifie une faille. Un échec, c'est un moment où des chemins se séparent et où l'on découvre le réel sous un nouveau jour. Ce jour nouveau peut être une opportunité, une occasion favorable, comme le signifie aussi kéros. Ainsi, une crise, une erreur, est un composant indispensable qui peut conduire au succès dans le choix d'une voie alternative. En 1942, a ainsi eu lieu un débarquement des forces canadiennes et britanniques à Dieppe. Ce fut un carnage. De cette expérience, les Alliés ont compris que le débarquement doit être précédé d'un bombardement et accompagné d'une manœuvre de diversion. Cette leçon a fait le succès du débarquement de 1944. Il est parfois difficile de voir quelle sera l'issue de la crise, ce qui pourra jaillir de bon de la faille. L'auteur ne le nie pas. Il cite ainsi la crise d'identité que traverse le peuple français, qui ne se connaît plus de destin commun. Plongé dans un passé fantasmé, persuadé que c'était mieux avant, les Français ont du mal à retrouver une identité commune, et pensent leur pays, leur continent, voué au déclin. Mais c'est oublier que cette peur du déclin a traversé toutes les époques européennes, notamment le Moyen-Âge. Nous avons oublié qu'Occident signifie pays où vient la nuit, et que l'Occident s'est justement construit en étant une lumière du déclin. L'échec forge le caractère. Saura-t-on poursuivre sur sa voie après un échec? En contrariant notre objectif, l'échec nous confronte à la force de notre désir. Sera-t-il assez puissant pour que nous poursuivions notre aspiration? Combien d'auditions ratées pour les acteurs avant de percer?
Combien d'échecs pour le général de Gaulle entre la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde? Combien d'échecs politiques aussi a connu Abraham Lincoln, célèbre pour avoir aboli l'esclavage aux États-Unis? Il a fait faillite à 31 ans, s'est fait battre aux élections législatives à 32, a refait faillite à 34, a perdu sa femme à 35, est tombé dans la dépression à 36, a reperdu aux élections à 38, 46, 48, 53 et 58 ans. Mais à 60, le voilà président des États-Unis. L'échec apprend la persévérance, la ténacité. Il révèle si oui ou non nous avons suffisamment de désir et de volonté pour poursuivre notre objectif. Parfois, la réponse est non, et ce n'est pas grave pour autant, comme va nous le démontrer la suite du livre. Rencontrer des échecs permet de renforcer sa volonté dans certains cas, mais aussi d'éviter de s'enfermer dans une obstination stérile dans d'autres. L'essentiel est bien de réfléchir à cet échec et de ne pas l'ignorer, quelles que soient les conclusions que chacun en tire à titre personnel. Pour expliquer son point de vue, nous l'avons dit, l'auteur s'appuie sur deux piliers, les exemples de personnalités connues et les références philosophiques. Pour illustrer l'impact de l'échec sur le caractère, il rappelle ainsi la théorie de Bergson sur la vie, qui est qu'il existe une énergie spirituelle, comme un courant qui traverse tous les êtres vivants. Plus la vie progresse, plus ce courant se complexifie. Il doit trouver des solutions pour continuer à croître, pour déjouer les obstacles. La vie fait preuve de créativité pour poursuivre son élan. Cette créativité est la vérité profonde de tout le vivant. Nous avons donc en nous un élan vital qui nous pousse à surmonter tous les obstacles. À cet élan vital s'ajoute la nécessité de rencontrer des obstacles. Nous confronter à la difficulté est indispensable, explique Hegel, car tout esprit a besoin de contraires s'il veut savoir ce qu'il est. Ainsi, la réussite ne peut se faire sans la rencontre préalable de l'échec. Mais qui sait aussi rendre humble. Gare aux succès qui grisent et qui font perdre pied avec la réalité. C'est ce qui est arrivé à Steve Jobs, qui a fini par se faire pousser dehors de sa propre entreprise Apple. Cet échec est venu contrecarrer son impression de toute puissance et a su l'entraîner dans une profonde remise en question. Cela le conduira à créer une entreprise de taille beaucoup plus modeste, Next, qui sera un jour rachetée par Apple, dont il finira par reprendre les rênes. Mais cet échec a permis à Steve Jobs de comprendre que l'on ne pouvait pas avoir raison seul et que dans le business, il ne servait à rien non plus d'avoir raison contre le marché. Le parcours de Steve Jobs est une véritable leçon pour tous les entrepreneurs. Pour réussir, l'humilité est nécessaire, car il faut une équipe, des soutiens, mais aussi des clients. Cette notion d'humilité est évidemment au cœur même du christianisme et du parcours de Jésus. Il démontre à quel point il faut savoir oublier tout le superflu, se confronter au doute et à l'échec pour pouvoir trouver ce qui compte vraiment, la vérité, l'essentiel. Faire sortir quelque chose de l'échec. Savoir ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. Nous le disions, l'échec permet de poursuivre dans sa voie, mais aussi, à l'inverse, d'en changer et de réaliser que notre désir n'est peut-être pas si puissant pour poursuivre. Comment savoir comment réagir face à un échec? Quelle réponse est la bonne? Tout d'abord, en comprenant que certaines choses peuvent être changées, et d'autres non. Certaines choses ne dépendent pas de nous, et il est impossible de les changer. C'est une erreur assez courante que de croire que nous pouvons tout faire à condition d'en avoir la volonté. Il suffit de se confronter au réel pour se rendre compte que ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne la philosophie stoïcienne. Il faut la force de ne pas vouloir changer ce que nous ne pouvons pas changer, insiste l'auteur. Là encore, c'est une leçon de vie, mais aussi une leçon qui s'applique au monde du business que nous livre l'auteur. Prendre conscience que certaines choses ne peuvent pas être changées et les intégrer à votre business plan sera beaucoup plus efficace que de penser que vous allez commencer par changer le marché et ensuite y vendre votre offre. Ce constat d'impuissance face à certains éléments ne doit pas pour autant avoir d'impact psychologique sur vous. Ainsi, les médecins et thérapeutes expliquent qu'il est difficile de guérir tant que l'on se pose en victime. Il faut accepter le réel que l'on ne peut pas changer et s'en accommoder. Le véritable choix est là, le choix de faire avec ce que nous avons et d'avancer. Se réinventer. Nous l'avons vu, l'échec, c'est l'occasion de renforcer son désir, de forger son caractère et sa volonté. C'est aussi l'occasion de changer de voie, de tenter autre chose, de comprendre qu'il faut poursuivre ailleurs son chemin. C'est l'une des grandes libertés de l'homme que celle de pouvoir se réinventer. Nous sommes des êtres en devenir. Cette idée étant le propre d'un courant philosophique
qui s'oppose au philosophe de l'essence, qui se concentre sur la permanence de notre être, de notre âme. Cette opposition remonte à l'Antiquité, à Héraclite et Parménide. Héraclite est le penseur du devenir, Parménide est le penseur de l'essence. Mais c'est Parménide qui s'est imposé dans la pensée européenne. Pour Charles Pépin, il ne faut pas voir dans nos échecs des événements qui nous renseignent sur notre essence, mais au contraire, des événements qui nous rendent disponibles pour devenir autre chose. Charles Darwin s'est d'abord destiné à la médecine et à la théologie. Gainsbourg voulait être peintre. L'échec n'est donc pas une impasse, mais bien un carrefour qui nous offre des possibilités différentes. Comme le dit Sartre, notre vie n'est pas une vérité fixe, mais un projet, dans le sens où nous devons nous projeter sans cesse dans l'avenir. Cela montre bien à quel point la philosophie n'est pas une discipline déconnectée de notre vie quotidienne. Cet enseignement est important, notamment lorsque nous entreprenons des projets professionnels. Changer de voie peut être l'occasion de nouveaux succès, de nouvelles découvertes. En témoigne le parcours de Jean-Christophe Ruffin, tour à tour fondateur de Médecins sans frontières, ambassadeur de France, écrivain, qui a reçu le prix Goncourt, et académicien. D'ailleurs, l'échec est parfois un acte manqué qui traduit notre désir de changer de voie. Ainsi, le fondateur de la marque Honda a-t-il raté son entretien d'embauche et décidé de fonder sa société. C'est encore une raison pour laquelle il est capital de s'interroger sur les causes de nos échecs et d'en tirer des enseignements. Parfois, l'échec donne aussi naissance à un heureux accident. Nous avons ainsi le plaisir de déguster du champagne et des tartes tatin grâce à des heureux accidents. Ce sont autant de raisons de changer notre point de vue sur l'échec. Un échec ne nous définit pas. Avoir raté ne signifie pas être un raté. C'est un enseignement que nous avons parfois du mal à intégrer et du mal à transmettre à nos enfants. L'échec ne fait pas notre essence, nous dit l'auteur. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons échoué, mais une rencontre entre notre projet et un environnement. Il nous appartient ensuite de comprendre pourquoi cette rencontre n'a pas fonctionné. Ce n'est pas toujours facile, car l'échec touche l'image que nous avons de nous-mêmes, image que nous devons alors redéfinir. Surmonter notre échec, c'est redéfinir notre moi, accepter que notre identité soit toujours en évolution. Et si la tâche semble difficile, c'est bien normal. Nous avons été bercés par des philosophes, tels Descartes et Kant, qui ont essayé de démontrer qu'échouer, c'était échouer à être humain. Un fardeau bien lourd à porter. L'audace pour guider nos vies. Oser, c'est accepter la possibilité de l'échec. Pour réussir, il faut tenter, essayer. Or, essayer, c'est accepter la possibilité de ne pas réussir. Donc, oser, c'est accepter d'oser l'échec, c'est prendre une décision. Une décision est plus qu'un choix. Vous choisissez l'option la plus rationnelle. Vous décidez de tenter le coup car vous avez l'intuition que cela peut réussir. La décision n'est pas irrationnelle, mais elle se rapproche d'un art plus que d'une science, disait Aristote. À l'origine des plus belles réussites se trouvent donc des décisions et non des choix. Et ces décisions impliquent d'accepter la potentialité de l'échec. L'échec ne doit pas être un frein. Il est un corollaire indissociable de la réussite. Il faut donc de l'audace pour réussir, et il est normal que même les plus audacieux ressentent de la peur. En effet, en exerçant cette audace, nous mettons en œuvre notre liberté. Si l'on se coupe de cette liberté, que l'on ne fait que subir, que l'on base sa vie sur des choix et non des décisions, alors le risque de mal-être est très élevé. C'est d'ailleurs ce mal-être que l'auteur observe en entreprise chez tant de cadres qui ont suivi une voie raisonnable et qui ont une réussite correcte, mais sans éclat. Ils se sont coupés d'eux-mêmes, et cela mène au burn-out, ce qui est bien souvent la traduction de cette coupure. Pour y remédier, il est capital de savoir prendre des risques. Les plus grands entrepreneurs ont eux aussi connu des échecs retentissants. Ce fut le cas de Richard Branson avec son Virgin Cola ou son Virgin Pulse, un concurrent de l'iPod. Comment oser? Avoir de l'audace ne signifie pas être tête brûlée. Premièrement, on ne peut oser que lorsque l'on a de l'expérience, des compétences, que l'on se trouve en zone de confort. Deuxièmement, on ose mieux en s'inspirant de ceux qui ont eux-mêmes réussi. Ce n'est pas de la copie, mais de l'inspiration. Voilà pourquoi il est d'ailleurs si inquiétant, souligne l'auteur, qu'aujourd'hui, ceux que l'on suit, que l'on copie, soient des modèles de médiocrité issus de la télé-réalité. Troisième conseil, pour oser, il ne faut pas être trop perfectionniste. Rechercher la perfection empêche de lancer ses projets. Google, par exemple, lance chaque année de nouvelles idées, de nouveaux services, mais ne les garde pas tous. Dans un second temps,
Ceux qui fonctionnent sont perfectionnés, souvent grâce aux idées tirées des projets qui ont échoué d'ailleurs. Si malgré tout cela vous échouez, vous pourrez en analyser les raisons et cela vous servira pour votre prochain projet. En effet, l'essentiel est bien là. Savoir faire preuve d'audace. Échouer en ayant fait preuve d'audace n'est pas réellement échouer. L'école doit apprendre à oser. Pour des Français, il n'est pas facile de parvenir à cet état d'esprit. La faute revient en grande partie à notre système scolaire qui n'enseigne pas les vertus de l'échec. L'auteur délivre plusieurs pistes essentielles à ses yeux pour changer les mentalités et rendre nos enfants capables d'audace, mais aussi d'intégrer l'échec dans leur parcours et de l'utiliser. Pour cela, il faut encourager la singularité des enfants, en n'ayant pas un format d'enseignement unique appliqué de la même manière à tous, et en encourageant les enfants à développer leur propre personnalité. Il faut également valoriser ce qui est su plutôt que dénoncer ce qui n'est pas su. Il faut également travailler sur leurs forces plutôt que sur leurs faiblesses. Ce conseil peut aussi s'appliquer aux adultes. Cherchez à renforcer vos points forts, vos qualités, plutôt qu'à atteindre un niveau moyen partout. Là où vous n'êtes pas bon, faites appel à des collaborateurs, à des soutiens, et ensuite renforcez les atouts qui vous distinguent des autres. Il faut également valoriser les savoirs utiles. L'auteur pense que l'école devrait se concentrer sur les savoirs utiles et mieux valoriser les filières professionnalisantes. Elle devrait mieux expliquer la réalité de l'entreprise et du monde auquel les enfants seront confrontés par la suite. Enfin, il faut aider les enfants à surmonter la peur de l'échec. L'école devrait enseigner aux enfants à surmonter leurs craintes et leur peur de l'échec et à valoriser les initiatives, la créativité. Cela permettrait d'avoir un nombre beaucoup plus élevé d'entrepreneurs, comme en Allemagne par exemple. Si nous pouvions doubler le nombre d'entreprises de taille moyenne en France, cela améliorerait les problèmes de chômage de longue durée, les déficits des comptes publics et les comptes des organismes de protection sociale. Ainsi, il faut réformer l'école et faire en sorte qu'au cœur de l'enseignement prévale la question « Que vas-tu faire de ton savoir ?» plutôt que la question « Que sais-tu ?» Le véritable succès. Apprendre à réussir ses succès. L'auteur a expliqué ce qu'il fallait tirer de nos échecs, mais la démonstration serait incomplète sans une analyse de nos succès. Réussir s'apprend, car réussir s'analyse. Sans cela, on se brûle les ailes, on perd contact avec le réel, on échoue également au coup suivant. Réussir comme échouer, c'est donc se réinventer. C'est la grande leçon des sportifs et de leurs entraîneurs. De Claude Onesta, l'entraîneur des experts en handball, à Tony Nadal, entraîneur de Raphaël. Il faut donc savoir rester humble face au succès, mais aussi toujours persévérer dans l'audace, se remettre en question et conserver sa créativité. Mieux encore, comme l'a dit Steve Jobs en 2005, il faut rester affamé, insensé, toujours en quête d'autre chose. En effet, il ne peut y avoir de nouveaux succès sans avoir surmonté celui que l'on vient de rencontrer. Ainsi, échec comme succès doivent être surmontés. Le renouvellement, la créativité, l'innovation sont autant de qualités qui doivent être développées chez les enfants et qui feront demain de grands créateurs d'entreprises, des sportifs, des scientifiques, des artistes. Ressentir la joie. Il est encore un avantage de l'échec que l'auteur n'avait pas abordé, celui de la joie ressentie quand le succès vient enfin. Une victoire conquise de haute lutte n'a pas la même saveur qu'une victoire facile. En témoigne le parcours d'André Agassi, qui après avoir été numéro 1 mondial, a connu une descente aux enfers jusqu'à devenir 300e au classement. Une prise de conscience sur la nécessité de changer de vie et d'aider les autres avec l'argent gagné le conduira à gagner à Roland-Garros une victoire plus belle que toutes les précédentes, qui lui a procuré une joie sans précédent. Il deviendra le joueur le plus âgé à être numéro 1 mondial à 33 ans. Le succès procure donc de la joie, un jaillissement de joie, à ne pas confondre avec le bonheur qui est un état durable. Cette joie peut avoir plusieurs formes. La joie de revenir de loin, on la comprend aisément, c'est celle d'André Agassi par exemple. La joie de vivre, il s'agit de la facilité à conserver sa joie de vivre face aux difficultés. On l'acquiert souvent en ayant justement déjà connu pire ou des moments difficiles. L'auteur l'a rencontré chez beaucoup d'entrepreneurs ayant déjà fait faillite. La joie dans l'adversité. Il s'agit ici de la joie que l'on peut ressentir à faire des efforts pour atteindre son but, du contraire de l'abattement face à la tâche à accomplir. La joie du progredien. C'est la joie que l'on ressent lorsque l'on fait des progrès, quand on se bat après un échec et que l'on progresse, que l'on s'améliore. On est alors un progredien, un homme en progrès, selon le terme utilisé par les philosophes antiques. La joie mystique. C'est la joie qui naît du dépouillement, du détachement. Quand enfin on touche à l'essentiel
et que l'on accorde plus d'importance aux religieux. Cette joie est mise en avant par les chrétiens, mais aussi par les stoïciens et par les mystiques. Toutes ces joies prennent naissance dans notre confrontation avec le réel, un réel qui est notamment constitué d'échecs ou de la possibilité d'échouer. Échouer pour être un homme. Nous sommes nés pour échouer, ou plutôt pour apprendre. D'après les scientifiques, 9 mois ne suffisent pas à notre gestation. C'est pourquoi nous ne savons pas marcher quand nous naissons, par exemple, contrairement aux animaux. Nous sommes des êtres fragiles à la naissance, bien plus fragiles que la plupart des animaux. Toutefois, comme le dit l'auteur, si nous ne savons pas marcher à la naissance, nous serons ensuite capables de piloter voitures et avions, contrairement à ces mêmes animaux. Nous tomberons en moyenne 2000 fois avant de parvenir à marcher. L'échec, la tentative, sont une partie inhérente de ce qui fait de nous des hommes. C'est d'ailleurs sans doute cette fragilité du nourrisson qui a fait de nous des êtres sociaux, qui renonçons à une part de notre liberté et de nos pulsions pour protéger ces petits êtres. D'après Rousseau, la perfectibilité des êtres humains nous libère de la soumission aux instincts et fait de nous des hommes. Nous sommes devenus des familles, des civilisations, en choisissant de partager nos faibles. Faibles, car nous sommes des animaux ratés, qui n'avons pas terminé notre gestation. Le ratage originel de la nature est donc au cœur même de notre spécificité humaine. Il explique aussi l'importance de l'échec, de l'apprentissage, dans la constitution de ce que nous sommes et dans l'expression de notre liberté. L'autre spécificité de l'être humain est de continuer à avoir des désirs, une fois ses besoins primaires satisfaits. Ces désirs vont le guider toute sa vie. Un nouveau désir remplaçant le précédent si celui-ci est comblé. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons papillonner de désir en désir, mais trouver notre étoile manquante, ce vers quoi nous voulons faire tendre nos vies. C'est en cherchant cette étoile manquante que nous sommes les plus créatifs. Nous ne sommes pas capables de rebondir éternellement après nos échecs, mais nous sommes capables d'essayer de nous réinventer autant que possible, tout en restant fidèles à ce désir profond, à ce qui constitue l'axe que nous avons défini pour notre existence. C'est un moyen de réconcilier les différentes philosophies et qu'incarne la phrase de Nietzsche « Deviens ce que tu es ». Deviens traduit bien l'idée que nous ne nous définissons pas par un échec, mais que nous devons poursuivre nos réflexions, notre accomplissement. Ce que tu es revient à dire que nous avons une essence et des désirs qui nous rendent uniques et auxquels nous devons rester fidèles. De cette manière, nous serons vraiment libres. Conclusion. Les vertus de l'échec est un ouvrage à mettre entre toutes les mains. Il nous permet de revisiter notre propre parcours et de nous interroger sur ce que nous avons fait de nos propres échecs, mais aussi de nous projeter et de réfléchir à ce qui est pour nous cette étoile manquante vers laquelle nous voulons tendre. Il nous offre aussi une piste de réflexion unique sur la façon dont nous voulons élever nos enfants. Notre héritage philosophique et culturel a contribué à façonner notre système scolaire. Si l'école de la République et de l'égalité des chances a bien fonctionné à une époque donnée, il est temps aujourd'hui de la faire évoluer. Cela passe par revoir la place que nous accordons d'une part à l'échec et d'autre part à l'audace et à la singularité de chacun. Audace et désir sont les corollaires de l'échec. Il faut oser et briser la peur de l'échec qui limite les prises de risques qui entravent les choix. Ce livre est un appel à entreprendre à tous les niveaux de sa vie. Les 3 points essentiels. Premièrement, il faut revisiter notre point de vue sur l'échec car celui-ci nous apporte beaucoup, même s'il est douloureux. Il forge le caractère, rend humble ou nous ouvre la voie d'opportunités nouvelles. Deuxièmement, en acceptant la possibilité de l'échec, nous laissons la place à l'audace et aux décisions. Nous pouvons poursuivre nos désirs profonds. Troisièmement, le succès n'est pas le but ultime de l'existence. Tout comme l'échec, il doit être surmonté pour pouvoir passer à l'accomplissement suivant. La poursuite de nos désirs, en accord avec ce qui compte pour nous, notre axe propre, et ce qui définit notre existence et l'exercice de notre liberté.